Dernière partie de l'émission, le bœuf politique dont Jean-Emmanuel Fombi, PDG du groupe Hope, est l'invité aujourd'hui sur JMTV+. Le Cameroun est devant le CIRDI. Le CIRDI qui signifie Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organisme créé le 14 octobre 1966 qui est basé aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas, et qui regroupe 154 nations qui ont ratifié. Monsieur Fombi, est-il exact que Hope Service, détenteur de votre invention, qui est basée aux États-Unis, a traîné le Cameroun devant le CIRDI? Oui, l'invention, je suis toujours l'inventeur au titre de la propriété intellectuelle, ça ne change pas, et elles sont enregistrées en mon nom, mais par contre, vous parlez de l'usufruit, voilà, pour les initiés qu'ils ne nous prennent pas pour en perte de crédit. Donc, après mon évacuation sanitaire, ça m'a pris autant de temps, beaucoup plus de temps qu'à Nubel, parce que sortir du camp de Nubel, échapper de l'antre de la succursale de l'enfer sur terre, ne veut pas dire qu'elle renonce à vous. Elle vous poursuit encore, encore et encore, et pendant très longtemps. Elle vient danser dans vos nuits, de souvenirs, des odeurs, des images, des visages, des gens qui sont morts, que vous avez vus mourir, des malades. Tout ce carcan vous poursuit quand bien même vous avez physiquement délaissé le camp de Nubel. Et donc ça m'a pris extrêmement longtemps pour remonter la pente. Pour le côté physique, j'en garde encore les séquelles. Mais enfin, en 2015, en fin 2015, le ministre de l'économie, qui est, à cette époque-là, toujours depuis 2011, c'est toujours M. Emmanuel Nganou Messi, sollicite qu'en urgence, ses collaborateurs reprennent contact avec moi, comme représentant légal du groupe Hope, et entament une négociation. Mais avant d'entamer la négociation, il prescrit d'abord de vérifier dans quelle mesure mon séjour dans le camp de Nubel ne m'aurait pas suffisamment affecté pour que je devienne définitivement grabataire, pour que je devienne un légume, pour faire simple, pour que cela m'ait rendu impotent, autrement dit. Auquel cas, il comptait viser l'article 32 du contrat de partenariat liant le groupe Hope et l'État du Cameroun, qui stipule que, qui parle de cas de force majeure. C'est-à-dire que si le représentant légal ou l'inventeur, a fortiori, était en difficulté, puisque entre-temps Hope Finance France a fermé alors que j'étais à Nubel, et que l'entreprise, dans beaucoup de ses filiales, était déjà fermée à cet instant-là, il voulait en fait faire constater par 1000 méthodes le cas de force majeure, toujours dans le même but, garder l'invention technologique sans bourse déliée, c'est-à-dire sans sortir le son. Donc lorsqu'il se rend compte, ce que je vous dis là est vérifiable, documenté, lorsqu'il se rend compte que ça ne marche pas, il décide donc d'entrer clairement, solennellement dans la négociation. La négociation va conduire à la mise en place d'une équipe, avec un chef d'équipe, et de bout en aiguille, on va discuter, ils vont même venir à Paris. Vous vous êtes rencontrés? Ils viennent à Paris, nous rencontrer, et ils nous font finalement, pour faire court, une offre, à partir de celle de Nubel, qui était de 15 millions d'euros, de 10 milliards, ils nous font une offre des côtés du tiers, donc autour de 10 millions 270 000 euros. Donc, cette offre, à cet instant-là, nous sommes déjà en 2016, nous ignorons en fait quelle est l'étendue des dégâts. Parce que beaucoup de ceux qui sortent de ces camps que vous appelez prisons, en fait, ont une espérance de vie extrêmement courte. En fait, même quand vous vivez, les gens végètent, ils sont diminués. Ce n'est pas pour rien qu'il a essayé le cas de force majeure. C'est parce que c'est une hypothèse plausible dans le cadre d'une survie
de l'un de ces camps, Kondengui, Nubel ou d'autres, dans l'État du Cameroun. Et donc, en fait, cette négociation conduit donc à une proposition de 10 270 000 euros. Nous acceptons parce que notre pronostic vital, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Le rétablissement est très lent, même s'il y a des progrès. Mais nous assortissons cette acceptation d'une conditionnalité, c'est qu'une exécution se fasse rapidement et que la totalité soit payée en une fois, et en tout cas avant un délai de 3 mois, etc. Eux, ils ne veulent pas que nous les poursuivions, ni à titre individuel, ni comme personne morale, et nous devons y renoncer. Tout cela est tracé, traçable, documenté. Et de fil en aiguille, ils sont incapables de nous verser les 10 millions. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que, n'ayant pas fait la preuve qu'il s'agissait d'une œuvre d'utilité publique, que d'extorquer, d'exproprier le groupe Hope, il ne restait plus qu'une seule personnalité au Cameroun susceptible d'autoriser l'acquisition ou la régularisation de l'extorsion, de l'expropriation. Qui est cette personne? Le président de la République du Cameroun, par décret. Sauf que pour obtenir le décret d'habilitation, encore eût-il fallu que Sieur Nganou se présentât devant le président de la République. Voyez-vous un peu l'image, pour faire vite. Monsieur le président de la République, je m'appelle Emmanuel Nganou Djoumessi. Si vous avez oublié, je suis bien votre ministre que vous avez dûment nommé. Je suis en poste depuis quelque temps au ministère de l'économie. J'ai fait quelques bêtises. Rien de très grave. Enfin, un peu quand même. Bon, il était français. C'était un partenaire technique du ministère de l'économie, du gouvernement. Son truc n'était pas mal du tout. D'ailleurs, ça aurait donné beaucoup de poids aux termes renouveau, rigueur, moralisation. Et finalement, nous, on a fait un peu n'importe quoi. Mais pour limiter la casse, parce que ça risque de vous coûter vachement plus cher, Monsieur le Président, Excellence, veuillez accepter que nous leur versions rapidement la modique somme de 10 270 000 euros. Je crois qu'après avoir réfléchi beaucoup de fois, il n'a pas pu figurer cette scène. Et il faut dire qu'à l'époque, on parlait beaucoup de remaniement. C'est d'ailleurs intervenu en fin 2015, je crois. Et donc, M. Nganou n'a rien fait, les délais sont passés, et puis il nous a nargués. Comment? Il nous a fait demander de dire, finalement, M. Jean-Emmanuel Fumbi, je vous propose 100 millions de francs CFA. Pardon? C'est-à-dire qu'à défaut de cas de force majeure, il nous propose 10 270 000. Mais comme il gagne du temps et comme le temps s'écoule, il se dit que nous sommes tellement à genoux, coincés financièrement, puisque nous leur avons dit, puisqu'ils sont venus nous voir, donc ils ont des informations, l'entreprise est fermée partout, sauf aux États-Unis, où nous nous sommes battus, d'accord, à coups d'emprunt, etc., pour faire en sorte de garder la holding, la tête hors de l'eau. Et donc, ça veut dire qu'il nous propose 100 millions en se disant qu'on est tellement paumé qu'on va accepter. Vous comprenez, quelqu'un qui vient de vous proposer plus de 6 milliards de francs CFA, qui tout à coup, après avoir vérifié que vous êtes impotent, après n'avoir rien fait quand il vous a fait emprisonner ou quand on vous a emprisonné avec son consentement implicite ou explicite, qui vous propose 150 millions. Non, il nous a nargués. Et puis, ils nous ont fait comprendre qu'en fait, parce que même ces poursuites dont on parle, bon, faut pas croire que les choses sont simples. Et puis après, c'est dur. Et puis, ils en ont vu d'autres comme moi. Les gens sont toujours zélés. Et puis, le temps passe. Et c'est vrai que quand je regarde certains qui ont eu des mésaventures avec l'État du Cameroun, on peut se demander comment ça se fait que ces personnes qui ont été capables du pire n'aient jamais, ou si rarement, à supposer qu'il y ait des cas qui existent, je n'en ai pas souvenance. Donc, je prends une précaution purement théorique. Parce que s'ils avaient réellement été inquiétés, ils auraient été exposés. Oui. Ils n'auraient pas pu pérenniser leurs œuvres ténébreuses. Donc vous voyez des gens qui sont installés dans une arrogance, une forme de suffisance. On aurait dit qu'ils sont des élus à qui Dieu a donné des portions du Cameroun. Chacun a son département ministériel. C'est sa province, c'est sa région. Son département ministériel, c'est sa chose. Il la gère vraiment de manière extrêmement
personnel, personnalisé. Il n'y a pas de notion d'homme d'État, de notion de choses, gestion de choses publiques. Et donc, il nous propose 100 millions de francs CFA. 100 millions d'euros, de 100 millions de francs CFA. Évidemment, nous leur disons, ça c'est écrit, c'est pas seulement verbalement, nous, Hope se battra pour donner suite à toutes les poursuites dont vous avez été notifiés, y compris au CIRDI. Je laisse les autres. D'accord? La poursuite personnelle en France, la poursuite devant le Comité des droits de l'homme, je laisse tout cela de côté et je m'arrête simplement sur la poursuite intentée par la personne morale, puisque c'était votre objet et le sens de l'invitation que vous avez bien voulu me formuler. Et donc, nous leur promettons. C'est vrai que pour aller au CIRDI, ils nous rionnaient parce que pour aller au CIRDI, c'est une procédure extrêmement dispendieuse. Elle est onéreuse, elle est très coûteuse. Ouais. En fait, il faut des millions d'euros pour aller au CIRDI. Hein, vos téléspectateurs, CIRDI, c'est C-I-R-D-I, d'accord, ou en anglais, s'ils le veulent, I-C-S-D-I. Hein, ils peuvent toujours aller taper pour voir un petit peu, c'est facile. On peut voir le budget minimum, moyen, ou pour aller au CIRDI. Donc, ils étaient convaincus que un ex-dollar, parce que quand même, il a fallu avoir du souffle, monsieur Moifo, pour accuser une entreprise qui apporte une solution anticorruption d'escroquerie. Quelle ignominie! Mais non, votre entreprise n'a pas été accusée, c'est vous qui avez été accusé, c'est Jean-Emmanuel Fumbi. Jean-Emmanuel Fumbi a été accusé après que le représentant légal, Jean-Emmanuel Fumbi n'est jamais allé au Cameroun. C'est le représentant légal du groupe Hope, qui a été invité. Qualité, qui a été invité. Et donc, et c'est au nom de Hope, et à cause de Hope, que le représentant légal a été accablé. Même si les condamnations ont été pour l'individu que je suis, j'ai toujours été au Cameroun en tant que représentant légal de Hope, en tant que PDG de Hope, Qualité. Et donc, ça veut dire que, concrètement, on voulait demander comment est-ce qu'une entreprise dont l'innovation, dont l'invention est forcément réduite à néant, pas seulement parce qu'elle est expropriée, parce qu'une entreprise qu'on accuse d'escroquerie, vous allez aller l'écouter lorsqu'elle vient vous reparler, même d'autres prestations, d'autres produits, parlant d'anticorruption ou de traçabilité, ou de transparence, ou de devis détaillé, pas du tout. Et donc, ça veut dire que ce discrédit, il nous lance le défi en quelque sorte. Si vous êtes un inventeur, on va voir comment vous allez inventer une solution permettant à des ex-dollars, accablés et condamnés d'escroquerie, d'aller convaincre ou d'aller trouver des millions d'euros pour nous poursuivre. Sous-entendu, même les 100 millions de francs CFA, cher monsieur, je suis sympa, parce que quand vous reviendrez, si ça se trouve, j'ai changé d'idée. Alors, devant cette arrogance insupportable, nous nous sommes souvenus qu'en effet, nous sommes inventeurs. Et nous nous sommes souvenus que nous sommes récidivistes en la matière. Et il nous est aussi revenu à l'esprit, voyez-vous, qu'à Nubel, il y a ces jeunes, Djibril, Achille, que je salue ici. Ce sont des mineurs que j'ai trouvés en prison. Ils y sont tellement restés qu'ils avaient 23 ans, alors qu'ils sont rentrés, certains à 15 ans, ils étaient là pour 10 ans de prison. Et n'allez pas chercher leur histoire parce que vous en pleurerez. Donc, ils m'ont beaucoup assisté. Quand je ne pouvais plus aller aux toilettes tout seul, il y en avait 2, machin turc, sans rien du tout, file d'attente pour 150 personnes, etc. Passeront dessus parce que il y a des limites à la pudeur et à la dignité humaine. Enfin. Et donc, ils m'ont dit, mais il y a une expression locale, elle a quelque chose de sympathique, je vais quand même la produire ici. Répé, on nous dit que vous êtes inventeur. Peut-être que vous êtes venu à Nubel parce que vous avez d'abord mis en priorité ce qui, tout en étant important, n'était pas prioritaire. C'est les nous-ci, notre condition. Si quelqu'un est inventeur, il doit commencer par les plus faibles, les plus nécessiteux. Et moi d'expliquer, on aurait pu réhabiliter la prison de Nubel avec mon invention. Elle qui a été créée à l'époque allemande et qui n'a jamais reçu la moindre couche de peinture. L'époque allemande, pour votre siècle déjà. Ça fait un peu longtemps, vous voyez, pour faire un euphémisme. D'accord? Et donc, on aurait pu réhabiliter la prison de Nubel, le camp de Nubel, pour en faire une prison. Parce que le mot prison, si je recuse, ce n'est pas par posture esthétique, c'est parce que le mot prison en droit, dans l'entendement, en fait, c'est un mot qui a un contenu avec des critères qui répondent à un minimum de standards pour lequel le Cameroun s'est engagé
vis-à-vis de la communauté internationale, des traités internationaux et vis-à-vis de son propre peuple. Le mot prison veut dire quelque chose. Donc quand je dis camp de Nubel, et quand je dis que c'est un exploit marketing que d'avoir réussi à faire passer Nubel ou Kondengui pour des prisons, je ne suis pas dans un jeu de mots. C'est vraiment parce que le mot prison, en prison on doit pouvoir marcher, on doit pouvoir faire un peu de sport, on doit pouvoir faire l'apprentissage d'un métier, on doit pouvoir lire, on doit pouvoir étudier, on doit pouvoir en prison, on a droit à tout, on doit se soigner, on doit dormir, on a droit à tout, sauf qu'on est privé de liberté. C'est tout. Ce qui est déjà énorme. Mais c'est tout. Et être privé de liberté, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous mets au défi, même en ce temps de confinement, vous m'expliquez que le confinement est difficile, c'est ça? Si je ne savais pas que vous êtes sincère, je penserais que là, vous êtes à votre tour dans l'ironie. Le confinement où vous le faites par nécessité, personne n'a les clés de votre maison, vous pouvez aller à la cuisine, vous faire des cafés, vous faire de l'eau, vous faire à manger, vous pouvez même téléphoner, etc. Non, ce camp-là, c'est là où l'humanité s'arrête. Donc, je voulais vous dire que on était convaincus, tellement on est dans l'impunité, dans ce paradigme-là, que nous serions incapables de tenir face à l'usure du temps, de trouver les ressources intérieures, les ressources physiques et les ressources financières pour aller au CIRDI. Sauf que, pour aussi longtemps que nous avons travaillé avec l'État du Cameroun, nous sommes étonnés qu'il n'ait pas mieux fait notre profil. Nous avons relevé le défi. Et, dans une démarche innovante, je peux vous l'affirmer, vous pouvez le vérifier, le CIRDI n'est pas un organisme, c'est une juridiction. Pour faire simple, c'est un tribunal international qui a une particularité redoutable. C'est que ces sentences, c'est-à-dire ces décisions, sont exécutoires. C'est-à-dire qu'on donne un montant, vous voyez, comme quand vous devez de l'argent à quelqu'un, ou quand une entreprise vous doit de l'argent, s'il y a une décision de justice, elle est assortie d'intérêts moratoires, et on peut saisir les comptes, parce qu'elle est exécutoire cette décision, on peut saisir les biens, les meubles, l'huissier vient. Donc les décisions du CIRDI, contrairement par exemple aux décisions onusiennes, par exemple celles du Comité des droits de l'homme, les décisions du CIRDI sont pour le coup exécutoires dans les 155 pays qui ont ratifié la Convention. Ça a la particularité, le CIRDI, d'être un tribunal qui est fondé sur un traité international, la Convention de Washington. Dans le monde des affaires, c'est un tribunal qui est spécifique dans ce paysage-là et donc qui est spécialisé par ailleurs dans l'investissement transnational ou international. Hope, le groupe Hope, en tant qu'entreprise étrangère œuvrant au Cameroun, est un investisseur étranger. Donc, en tant que groupe américain, pour son siège social, non pas commercial, le siège commercial était aux Champs-Élysées, le siège social était aux États-Unis. Et en fait, il y a le traité bilatéral qui lie le Cameroun et les États-Unis, qui a été fait dans les années 90. Et c'est un traité qui, en plus de la Convention de Washington, qui fonde le CIRDI, dont le Cameroun a dûment ratifié les articles, comme beaucoup d'autres. En fait, c'est un tribunal où le Cameroun n'est amené que pour la 4e, 5e fois de son histoire. C'est-à-dire que le Cameroun n'est pas habitué à aller au CIRDI. C'est quand même pour vous expliquer pourquoi, du point de vue du ministère de l'économie, il pouvait avoir des ricaneries où on pouvait nous narguer en considérant que le fait de dire que ce n'était qu'une menace en termes de posture, que c'était une imposture, que c'était du vernis, que c'était cosmétique, que ça ne pouvait pas être sérieux, ou alors que nous avions tellement été atteints dans notre système nerveux, que vous étiez devenu cynoque, que je n'étais plus capable de voir que même des gens qui ne sont pas des ex-dollars, qui sont un peu normaux et recommandables comme vous, c'est quand même un peu difficile de trouver plusieurs millions d'euros pour aller juste dans un tribunal. Donc, ils ne nous ont pas pris au sérieux, sauf que depuis janvier 2020, vous pouvez le vérifier sur le site de la Banque mondiale, parce que le CIRDI est une division de la Banque mondiale, qui est une juridiction dont le but est en fait de sécuriser les investissements étrangers. Lorsque les États viennent solliciter des investisseurs, la convention du CIRDI est un cadre contractuel, un traité dans lequel ils renoncent à leur souveraineté. Donc ils ne vont pas venir dire « nous sommes un pays souverain », non. Ils renoncent à leur souveraineté, ils garantissent aux investisseurs étrangers qui viennent investir sur leur territoire qu'en cas de mésintelligence, les deux parties seraient jugées à pied d'égalité en tant que justiciables, et que si le plaignant est un investisseur
et qu'il a gain de cause pour ce qui est le cas de Hope, les sentences, les décisions proclamées, prises au niveau du CIRDI seraient opposables à l'État du Cameroun et en tout état de cause exécutoires dans l'ensemble des nations, des pays qui ont ratifié la convention du CIRDI. Voilà ce qu'est le CIRDI et nous avons réussi en effet à y traîner le Cameroun et si vous m'en donnez l'occasion, je vous indiquerai quelles étaient nos motivations. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. J'ai vu que vous étiez défendu par un grand cabinet parisien. Je ne vais pas leur faire de la pub, ils m'ont pas versé un peu de son. Mais j'ai surtout vu le nom de mon ami William Bourton dans le document de constitution de dossier. Alors là il s'agit de la procédure personnelle. En France. En France. Voilà, là c'est Jean-Emmanuel Fumbi qui attaque ses bourreaux. Les individus, les plaignants et les ministres dont je vous ai cité. Vous voulez dire que vous attaquez Patrick Mboma, Kameni en France? C'est ce que j'entends? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oh mon Dieu. Ils sont européens comme moi, il y a le droit. Voilà. Mais ils ne sont pas vraiment, si ça peut vous rassurer, quand on est dans des parcours douloureux, tragiques, quand on a vu la mort de ses yeux, vous comprendrez d'ailleurs que je fais le choix d'accepter l'invitation plutôt par rapport à la personne morale, dans son combat par rapport aux droits que l'État a violés, davantage que par rapport aux individus, pour 1000 raisons. Parce que les individus n'ont pas la solvabilité d'un État, parce que les individus, nous ne sommes pas dans une démarche de revanche. Nous ne sommes pas dans la... Vous ne pouvez pas être frustré et garder l'espoir. Vous ne pouvez pas être frustré et parvenir à convaincre des institutions financières de mettre des millions d'euros sur la table pour couvrir une procédure à pu perte en cas d'échec. Ce sont donc des institutions financières qui ont sorti cet argent qui vous permet d'aller devant le CIRDI. Ce sont des grandes entreprises financières. Parce que, pourquoi elles sont là, les grandes entreprises financières? Leur rôle, ce qu'on appelle les third-party funders, d'accord, des financeurs des litiges, en fait, ils ne voient pas dans un litige simplement un problème. Ils y voient un actif, l'opportunité de gagner en cas d'argent. Donc, ils n'ont pas prêté de l'argent à Hope, ils investissent à fonds perdus en cas d'échec, mais ils reprennent une bonne partie des gains en cas de succès, ce qui vous laisse comprendre qu'on ne va pas financer votre cas pour la beauté de vos yeux, encore que les miens sont endommagés, mais on va vous financer parce qu'après ce qu'on appelle le processus de due diligence, après une procédure extrêmement raffinée, longue, implacable, ou des procureurs qui l'ont été dans leur vraie vie professionnelle antérieurement, ou qui sont des juges, ou l'ont été dans leur vraie vie professionnelle, ils vont connaître de votre dossier pour sécuriser et émettre à l'investisseur un avis sur une échelle de 1 à 10 qui va leur permettre de rendre la décision de financer ou pas votre cas, sachant que ce n'est pas un prêt et que s'ils perdent, c'est complètement à fond perdu. Vous comprenez qu'arrivé au CIRDI, vous avez déjà eu une période de sélection où des investisseurs froids ont regardé froidement votre cas. Qu'est-ce que cela nous apporte? Absolument notre cas, et ont pu répondre dans leur seul intérêt: si nous allons sur ce dossier, nous avons des garanties et de chances très raisonnables de le gagner. Et quand un cabinet, y compris le grand, je ne peux ne pas, vous l'avez fait tout à l'heure, permettez-moi de saluer Alexandra Munoz à mon tour, excellent de son état, ou encore je ne le connais pas, sinon je les aurais salués. Ce sont d'excellents avocats. D'ailleurs, vous avez dit que c'est un cabinet parisien. Non, en fait, c'est un groupe qui est basé dans plusieurs pays. C'est ça. Sadia Bati, par exemple, elle est une brillante juriste qui est basée à Londres. Vous voyez, vous avez Naël, par exemple, Hamza qui est en Égypte, par exemple. Et puis vous avez, donc en fait, ils sont, et Alexandra Munoz qui est à Paris, pas très loin de votre adresse. Donc en fait, c'est tout un groupe qui travaille avec des équipes pour garantir la multiculturalité et s'assurer que cette démarche transdisciplinaire leur permet d'appréhender toutes les facettes avant de recruter votre dossier. Parce que dans ce domaine, en fait, les grands cabinets spécialisés, c'est un cadre, c'est un domaine très très restreint, en fait, où il y a quelques cabinets, pour qu'ils acceptent votre dossier, puisque leur image, leur réputation dépend aussi de leur
taux de succès dans les cas qu'ils acceptent. Donc, ils ne vont pas accepter au même cas que l'avocat, j'allais dire, pénaliste, qui conçoit la défense, même du coupable, comme étant une sorte de vocation de noblesse. Eux, dans ce domaine-là, ce n'est pas exactement la noblesse, mais c'est plutôt l'efficacité, la compétence et l'exigence académique et juridique. Donc, s'ils estiment que votre cas n'en vaut pas la peine, ils vont vous conseiller de négocier et vous assister pour faire la meilleure négociation possible. Mais s'ils pensent, à leur tour, comme les financiers, qu'ils ont des bonnes raisons d'aller à la bataille, ils jettent leur dévolu et ils y vont en général de manière assez gourmande. Wow, formidable. Alors, au Cameroun, il y a un mot qui arrive en tête dans le lexique, dans le vocabulaire, c'est le mot déstabilisation. Que répondriez-vous à ceux qui pourraient vous accuser, et ça ne va pas manquer, de vouloir déstabiliser l'État du Cameroun? Je répondrai que, plus que beaucoup de membres du ministère de l'économie, plus que beaucoup de ministres de ce gouvernement, au-delà de la simple croyance ou de la posture, je suis de ceux qui ont tellement cru que le Cameroun pouvait être émergent à l'horizon 2035, qui ont vraiment cru, au point que j'ai pris la décision d'engager mon groupe et mes collaborateurs dans une aventure entrepreneuriale dans laquelle nous n'avons jamais bénéficié d'un franc ou d'un sou de subvention, dans laquelle nous avons pris des risques technologiques, humains et des risques financiers afin d'apporter un concours à la stratégie de la croissance et de l'emploi. Parce que nous pensions que nous pouvions, sans être du domaine de la politique, montrer que rigueur, moralisation, ou plutôt, vous l'avez dit tout à l'heure, vos mots, c'était l'éthique, c'était la traçabilité, comme je vous indiquais, c'était éviter la corruption. Nous pensions que c'était ça la gangrène. Et que si nous parvenions à apporter un moyen au Cameroun de reconquérir la confiance des investisseurs, ou bien des bailleurs de fonds qui quittent le Cameroun ou qui n'y augmentent plus leurs investissements au profit d'autres pays qui sont en compétition avec le Cameroun, nous pensions que si le Cameroun augmente sa capacité de financement, non pas en empruntant, mais en laissant moins détourner les fonds pour les rapatrier en Occident, nous pensions que c'était une œuvre utile. Donc s'il vous plaît, je crois que de ce point de vue, nous pouvons nous targuer, au-delà des mots, sans avoir été nommés comme d'autres, d'avoir non seulement cru, mais d'avoir travaillé à fond perdu en mettant tout notre génie dans une contribution qui aurait pu permettre au Cameroun, après la crise financière de 2008, de ne pas se retrouver en plan d'ajustement structurel aujourd'hui, ou à tout le moins, d'avoir une meilleure réputation dans le monde. Et vous savez bien que ce dont souffre ce pays aujourd'hui, un pays qui est béni de Dieu, qui a véritablement toutes les ressources et tout le potentiel pour réussir, il ne souffre pas de ces déficits, il souffre de cette réputation. Nous étions là pour réparer la réputation du Cameroun en réintroduisant la technologie, et vous me concéderez de revendiquer que de ce point de vue, j'aurais pu continuer à être un contributeur net par rapport à la politique du gouvernement. Donc, par rapport à ça, vous viendrez comme ça, par opportunisme, qui viendrait m'accuser de vouloir déstabiliser le Cameroun? Ces gens-là, oui, parce qu'il n'y a pas d'impôt sur la parole, vous avez raison. Du coup, on peut en abuser. D'ailleurs, je songe que par ces temps, si on mettait quelques impôts ou quelques taxes sur la parole, il y en a beaucoup de ceux dont vous parlez qui, il y a longtemps déjà, auraient épuisé leur stock de parole et donc se seraient tués à jamais, surtout devant une démarche, devant une cause comme la nôtre. Non, monsieur Moafo, notre démarche n'est pas de déstabiliser le Cameroun. Notre démarche, c'est de dire que le mot rigueur, le mot moralisation, le mot renouveau aurait pu ou devrait naître dans ce pays, ou du moins s'ancrer, s'enraciner, alors que tous ceux qui sont aux affaires, pour la plupart, nous ne généralisons pas. C'est pour ça que nous avons pris la peine de nommer. Nous ne voulons pas qu'on jette tout le discrédit sur les footballeurs. Nous ne voulons pas qu'on jette tout le discrédit sur les ministres. Nous les avons nommés. Ça veut dire que nous ne nommons pas ceux que nous ne connaissons pas. Nous ne disons pas qu'ils sont exempts. Mais enfin, si quelqu'un veut les nommer, qu'il ait des preuves en face, comme nous-mêmes. Et donc, ça veut dire concrètement que nous sommes en train, monsieur Moafo, de faire trois choses. La démarche de Hope auprès du CIRDI est intervenue au terme de longues années de négociations. Hope a épuisé toutes les issues
d'une résolution pacifique à l'amiable. Malgré ce que vous avez subi. Malgré ce que son représentant légal a subi. 1 an, 9 mois. Parce que la personne morale, ce n'est pas son représentant légal. Du tout. Dans mon rôle de représentant légal, jamais mes propres souffrances, jamais la torture que j'ai endurée n'a prédominé dans ma réflexion par rapport à la personne morale, parce que c'est une personne distincte de moi, même si c'est sous son prétexte et pour son compte que j'ai été indûment condamné pour des actes pour lesquels j'ai été condamné, et toutes les condamnations ont été cassées, soit en cour d'appel, soit en France. Aujourd'hui, mon innocence a été définitivement établie par des décisions judiciaires, mais il se trouve que l'excellent Jean-Pierre Kiam, parce qu'il doit aussi être connu. Jean-Pierre Kiam, qui est-il? À l'époque, il est aujourd'hui, parce qu'il a été promu pour ses œuvres lumineuses, apparemment, vous voyez, promu procureur de la République de Douala. Il était le vice-président du tribunal de première instance. C'est lui qui, à 2 reprises, cher monsieur, en 4 semaines, m'a condamné respectivement à 2 ans de prison ferme et à 18 mois de prison ferme, en recevant notamment, dans la 2e procédure, au bout de la 4e semaine, donc après la première, il a reçu le témoin, comme témoin principal, le plaignant de la première condamnation. Il l'a reçu comme témoin. Et il a refusé sa récusation, puisque le même juge ne peut pas vous juger et vous condamner dans 2 dossiers en si peu de temps. La loi au Cameroun exige qu'il se dessaisisse du dossier, ou à tout le moins qu'il accepte sa récusation. Il est passé outre et il a commis réellement un exemple de mauvaise foi, un exemple d'allégresse, lorsque quelques juges, rabaissant la noblesse de leur vocation, veulent juste faire plaisir à des supérieurs hiérarchiques desquels dépendent leur promotion. Et d'ailleurs, si c'était un jeu, ce fut le cas pour lui, il a plutôt bien joué, puisqu'il est devenu le procureur de la République de la très lucrative ville de Douala. Ce qui n'est quand même pas rien, c'est le rêve de la plupart des magistrats, croyez-moi. Et donc ce juge Kiam gagne à être connu, et les gens doivent aussi regarder ses exploits de très près. Et après nous avoir condamnés par 2 fois, nous n'avons pas fait prévaloir la frustration, la rancœur, voyez, la vengeance, non. Vous avez dit que mon évacuation sanitaire, c'était le 13 février 2013. Le 13 février, oui. Je viens de vous expliquer que le dossier au Sirdine a été déposé et reçu qu'en janvier 2020. Ça fait pas longtemps. 5 ans. Nous tournons cette émission 3 mois après, hein, donc à peu près. Donc 5 ans après. Et il n'y a pas de vengeance. Vous avez laissé il n'y a pas de réaction. Nous avons épuisé les voies de la négociation, monsieur Moifo, au point d'accepter une somme dérisoire, epsilonesque, insignifiante, comme 10 millions d'euros, extrait d'ailleurs... Pour un produit qui valait, au départ... 3600 à 3700 milliards de francs CFA. Selon les estimations... En euros, ça ferait combien? Environ 5 milliards. Selon les estimations... 5 milliards. Vous avez accepté 10 millions de 5 milliards. Très bien. Et on nous a quand même nargués. Donc, voyez-vous, monsieur Moifo, c'est en ultime recours et en désespoir de cause que le groupe Hope s'est ardemment battu afin que sa cause soit portée devant un tribunal international comme le CIRDI, ou enfin, pour une fois, et après 7 ans, parce que ça commence en 2013, 2020, ça fait 7 ans, d'accord? Ou enfin, 7 ans plus tard, le droit peut être dit et ses préjudices reconnus et reparés. Monsieur Jean-Emmanuel Fumbi, que risque l'État du Cameroun? Alors, lorsque l'État du Cameroun, nos partenaires financiers qui nous permettent de lutter à égalité avec l'État du Cameroun d'un point de vue financier, il faut dire les choses, d'accord? Ils ont du répondant. L'État a du répondant, ils ont du répondant. C'est pour ça que Hope est allé les chercher. Et c'était pour nous un exploit de réussir à mobiliser. Après beaucoup d'échecs, bien entendu, qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Mais nous avons des partenaires financiers qui donc donnent le répondant de ce point de vue financier. Que risque? Donc ces financiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes voulaient en avoir le cœur net. Ils ont fait rien de moins que payer des centaines de milliers d'euros au leader mondial dans le secteur de l'évaluation des dommages en matière d'investissement étranger. FTI,
ou FTI, pour vos téléspectateurs s'ils en ont la curiosité, c'est le leader mondial. Et ce leader a en fait évalué les dommages qu'il a chiffrés autour du milliard de dollars. Milliard de dollars. Un milliard de dollars. Ça fait quoi en CFA là? Là, on dit un seul milliard. Un seul, mais c'est quand même costaud. Il y a de la marge là. Ça nous fait combien en CFA? 600 milliards de francs CFA. Ce ne sont pas l'évaluation. Dans un pays où on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, 600 milliards. Dans un pays où pour la Coupe d'Afrique des Nations, on peut quand même voler 3 milliards. Dans un pays où on peut détourner des milliards. Donc, monsieur Moifo, ne soyez pas à tête chercheuse, s'il vous plaît. C'est-à-dire que j'invite vos téléspectateurs à ne pas trouver 600 milliards beaucoup quand il s'agit de Hope après la torture et la séquestration arbitraire, alors qu'ils n'ont pas été foutus, les braves citoyens camerounais, de se déchirer la chemise, de se scarifier, lorsqu'on leur a ravi la canne pour plusieurs milliers de dollars. Je n'en prends que 600 milliards. C'est quand même pas trop. Et c'est quand même pas trop payé. D'ailleurs, ce n'est pas l'évaluation de Hope. Et ce n'est pas l'évaluation de nos financiers. C'est l'évaluation d'un tiers expert qui n'est rien de moins que le leader mondial. Je voudrais vous dire de ce point de vue, pourquoi est-ce que nous y allons quand même? Parce qu'on ne nous a pas laissé le choix et parce que, monsieur Moifo, au-delà des critiques verbales, au-delà des invectives, au-delà de la frustration, si on s'arrête là, dans 5 ans, dans 20 ans, on y sera encore. Ça va recommencer. Il faut bien que quelqu'un, et Hope se sacrifie à cet effet, porte le débat à un autre niveau, où il n'y a pas de passion excessive, où il y a la raison du droit. La raison du droit reconnue par le Cameroun parce que c'est l'État du Cameroun et non pas Hope qui a ratifié la Convention de Washington, qui fonde le CIRDI, qui a signé le traité bilatéral d'investissement entre les États-Unis et le Cameroun et qui a fait la loi camerounaise, notamment le Code des investissements en l'état où il est, ou alors en l'état où il était de l'époque où le Cameroun entrait en partenariat public-privé avec le groupe Hope. Et donc par conséquent, nous avons le sentiment, si vous nous permettez de le dire, Hope fait une œuvre citoyenne. Cette action devant le CIRDI est une action d'utilité publique. Et c'est une initiative d'intérêt général. Rapidement, pourquoi une œuvre citoyenne? Parce que quand je cite Djibril, Achille, toutes ces victimes de ces camps qu'on appelle improprement prison, un jour il faut que ça s'arrête. Il y a plus de 2 tiers des gens qui vont dans ces camps sans jamais avoir été jugés. Là où la loi stipule que la liberté soit la règle et au contraire la privation de liberté, l'emprisonnement, l'enfermement, l'exception. Nous voulons simplement faire cette œuvre et elle est citoyenne en ce que l'ensemble du peuple camerounais, l'ensemble des citoyens camerounais bénéficiera d'un succès de Hope, du groupe Hope au niveau du CIRDI. Parce que les répercussions ne seraient plus pour l'intérêt de Hope qui n'est plus au Cameroun, mais ce serait dans l'intérêt des citoyens lambda, de ces non-nèmes, de ces mineurs, de ces vieillards, de ces femmes, de ces hommes qui n'ont personne. Et que souvent les coupables ont corrompu les magistrats comme Jean-Paul Kiam pour les envoyer en prison. J'en ai été témoin, je peux le dire, je peux le citer parce que si je ne cite pas son nom, vous voulez que je dise que tous les magistrats camerounais sont corrompus? Ça n'a aucun intérêt, ce genre de confusion, ça n'a aucun intérêt. Nous sommes obligés de parler avec précision, et c'est pour ça que nous citons les noms, et nous ne citons pas pour les jeter à la vindicte, nous citons pour exposer leurs œuvres dans l'espoir que ça s'arrête, et l'espoir c'est Hope. J'ai dit que c'était une œuvre citoyenne, dont bénéficierait tout le peuple camerounais, chaque citoyen, si la loi, si le droit était dit. Mais c'est également en fait une œuvre, une action d'intérêt public, dans ce sens que le ministère de la Justice a intérêt réellement à garder les sceaux. Le sceau des valeurs, le sceau des principes universels des droits de l'homme, le sceau du droit tout court. C'est ce sceau-là dont ce ministère, ce département ministériel a vocation à être le gardien jaloux du temple. Mais s'il y a l'injustice, il n'y a plus de prévisibilité. Ça sert à quoi de demander à d'autres départements ministériels d'aller dépenser des milliards de francs pour faire la publicité de la destination Cameroun auprès d'investisseurs en expliquant que le Cameroun est une destination d'attractivité? Est-ce que des investisseurs
sauf des multinationales qui, pour entrer dans les pays en développement et notamment en Afrique, n'ont pas besoin de savoir ce que dit le code d'investissement. Ils négocient directement avec le top management du pays. D'accord? Parce qu'ils sont proches des gouvernements en Occident ou parce qu'ils ont la puissance financière qui leur permet d'être directement reçus par les présidents. Ils dealent, ils négocient directement avec les présidents et donc ils n'ont pas besoin de savoir quelles sont les procédures, etc. puisque les ordres viennent d'en haut. Mais des investisseurs, des chefs d'entreprise normaux comme nous autres, d'accord, qui veulent aller dans ces pays, aller dans ces destinations comme terre d'opportunité et investir. Vous avez l'impression qu'en apprenant ce qui nous est arrivé, ils ne réfléchiraient pas par 2 fois. Est-ce qu'il serait même raisonnable d'y aller? Oui, à une condition. Qu'un jour, le Cameroun parvienne, pas seulement dans le cas de Hope, mais d'autres gens à être vertueux. Et pour être vertueux, M. Monfo, puisque les invectives ne suffisent pas, ça ne sert à rien. Nous avons tenté d'être polis tout au long. Nous avons fait preuve de pudeur pour ne pas verser dans ce qui aurait pu faire craquer plus un, et même émotionnellement, parce que nous parlons des choses qui ne sont pas des dédicaces ou bien des figures poétiques, mais qui sont des souffrances innommables, inénarrables. Mais pour que ça ne continue pas, il faut donc que l'impunité cesse. Pour que l'impunité cesse, M. Monfo, quand les mots ne suffisent plus, il reste quand le bon sens a foutu le camp. Quand le bon sens a foutu définitivement le camp. Quand la médiocrité persiste à ce point. Quand un pays comme le Cameroun, pays aux ressources humaines fabuleuses, c'est le monde. Vous êtes d'origine camerounaise. Je suis moi-même d'origine camerounaise. Et vous avez créé un système qui aurait permis au Cameroun de gagner beaucoup d'argent et de ne pas courir au FMI tous les jours. Eh bien, mes parents doivent bien se retourner dans leur tombe. Et c'est vous qui êtes malmené dans... Parce que, voilà. Mais nous sommes en train de dire, M. Monfo, que dès lors que les mots ne suffisent plus, puisque le droit local ne suffit plus, vous avez vu, les tortures et les séquestrations ne suffisent plus, le seul recours qu'il y avait à notre disposition, même s'il était trop haut perché pour aller le chercher, nous nous sommes battus, nous en avons bavé, mais nous y sommes parvenus. Il faut que le CIR dit, disant le droit, les Camerounais devraient trouver cela salutaire, que le montant le plus important frappe sec au porte-monnaie de l'État du Cameroun, de l'administration, afin que l'administration, d'une part, et le peuple camerounais, ses dirigeants, se rendent compte que ça ne peut plus continuer comme ça. Ne serait-ce que parce que leur turpitude, leur corruption, leur médiocrité de quelques-uns pollue tout et que ça coûte beaucoup trop cher, devenant par ce fait un luxe que le peuple doit dire à ses dirigeants, écoutez, on le faisait avant. Là, il n'y a même plus de raison. C'est que nous n'avons plus le luxe d'autoriser vos turpitudes. Ça coûte trop cher. On ne veut juste pas la fin du Cameroun, la faillite, puisque pour quelques-uns, nous vous avons laissé parce qu'ils ont été patients, ces gens-là. Ça fait quelques années que celui qui garde des sceaux les garde. Mais enfin, j'ai du mal à prononcer le mot justice parce qu'à aucun moment donné au Cameroun, j'ai toujours été coupable, dès le début, dès mon arrestation. Donc je n'ai jamais eu l'impression... On vous invite en tant que directeur d'une entité pour vous arrêter. Je n'ai jamais eu l'impression que le garde des Sceaux prenait à cœur la justice. C'est pour ça que je dis qu'il garde les Sceaux et j'ai du mal à dire ministre de la Justice parce qu'il n'y a pas eu la justice. Donc si ça coûte assez cher aux dirigeants africains et des pays en développement de faire n'importe quoi, de se sentir impunis, comme si leur pays était des îlots sur la terre, comme s'ils étaient... Vous avez leur pays en possession personnelle. Et d'ailleurs, si vous avez une possession personnelle, votre voiture, vous ne l'abîmez pas tout le temps, vous en prenez un peu soin. Et il faut que ça coûte assez cher pour que la conclusion s'impose, c'est-à-dire, il est moins cher et plus raisonnable d'être vertueux en respectant nos propres engagements nationaux et internationaux plutôt qu'en les violant, parce que les violer, regardez le genre de chèque qu'il faut payer. Donc, Hope, l'espoir Hope, en serait pour le peuple camerounais, pour la réforme de l'administration, en ce sens que plus aucun magistrat ne doit être entré à l'ENAM, à l'école nationale qui forme la magistrature. On ne doit plus entrer là-bas par corruption, puisque même à l'école, ils doivent être sensibilisés par la hiérarchie, du plus haut jusqu'au middle management, que ce n'est plus possible qu'on fasse n'importe quoi, parce que voyez-vous, le cas de Hope nous a coûté tel montant, et nous ne pouvons pas payer ce chèque 2 fois ou 3 fois. Donc voilà la façon dont nous avons trouvé
de faire une œuvre d'intérêt général et qu'au ministère de la Justice, par exemple, la carrière des magistrats peut-être ne dépend plus. Nous voulons croire qu'il y a des magistrats encore qui gardent la noblesse de leur vocation, mais lorsque on vous demande de Yaoundé, en fait, de faire des choses, vous faites quoi? Madame Dibangué, qui a été la seule magistrate dans toutes nos procédures, quand elle nous a délivré le 3e mandat de détention, savez-vous ce qu'elle m'a dit quand elle est venue elle m'a dit, Monsieur Fumbi, vous devez beaucoup prier. Priez beaucoup le Seigneur. Elle croit en Dieu, cette personne. C'est-à-dire, vous comprenez à quel point elle ne croit pas. On vient de lui dire, Madame, vous signez son mandat de détention. Elle n'a aucune base. Et comme sa conscience la rattrape, elle me demande si j'ai une Bible. Et elle me recommande de beaucoup prier, de lire la Bible. Vous comprenez jusqu'où on est dans l'impuissance, dans le désespoir. Et vous nous dites que Français, entreprises américaines, ayant la possibilité d'exposer ces œuvres ténébreuses, vous nous expliquez que c'est déstabiliser le Cameroun, que d'offrir cette opportunité à tout un peuple qui le mérite, pour que quelqu'un vienne les assister, notamment une décision qui coûterait assez cher, pour que le peuple dise plus jamais ça, parce que nous voulons que le peuple camerounais réagisse. Nous voulons que les dirigeants camerounais réagissent et disent parmi nous, on a de la mauvaise graine, ça ne peut plus continuer, et que ceux qui en sont indignes, qui auraient dû en être départis de leurs fonctions depuis si longtemps, eh bien que ça se fasse ici et maintenant. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Nous allons attaquer vraiment la dernière partie de cette émission-ci. Et celle-là concerne la procédure lancée à Paris. Qu'est-ce que vous reprochez à Patrick Mboma et disent Carlos Kameni que vous attaquez à Paris? Je crois qu'on va devoir être très bref sur ce point parce que c'est une procédure pénale qui est en cours. Pénale. Oh. Elle est en cours et nous ne pouvons pas nous y étendre, nous ne pouvons pas nous y pencher parce que les éléments doivent rester dans la confidentialité. Mais il n'est pas un secret puisque certaines audiences... il s'agit en fait d'une procédure, naturellement, en détention, séquestration arbitraire dans le but de ravir un actif, de commettre un délit ou un crime, si vous voulez. C'est ce sens de l'article 224 1 et suivant du Code de procédure pénale en France. C'est le motif, c'est-à-dire qu'avec des circonstances aggravantes qui sont la bande organisée, d'une part, et d'autre part la torture. Voilà le motif de la plainte pendante, que l'individu que je suis, mais qui n'est pas exactement votre invité, puisque le représentant légal était votre préoccupation, le représentant légal de la start-up spécialisée en R&D, Europe, était votre... Donc l'individu que je suis a déposé cette plainte, elle est en cours, mais vous l'avez bien compris, nous ne pouvons pas nous y étendre parce que nous n'en avons pas le droit. Et l'individu aussi a déposé une plainte, une communication, comme on l'appelle dans le jargon, auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est chargé de garantir le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont plusieurs articles, en l'occurrence, ont été violés, notamment la torture, l'article 7, notamment la séquestration arbitraire, 9, et bien d'autres articles. Mais là, ce sont les deux procédures, en France et à Genève auprès de l'ONU, de l'individu que je suis. Je ne souhaite pas m'y étendre, parce que je crois que ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de cette émission. Vous avez invité le PDG du groupe Hope. Le jour que Jean-Emmanuel Fumbi aura éventuellement le plaisir d'être invité, peut-être qu'il s'y étendra. Et avec votre permission, je crois que le CIRDI est véritablement le sujet et c'est l'aspect où le peuple camerounais, dans toutes ses composantes, peut prier ou en tout cas souhaiter que l'espoir vive. Hope. Le mot pénal est suffisamment lourd pour que ceux qui comprennent le droit comprennent. Je ne sais pas, je ne suis pas un homme du droit. Je me demande et espère que si Patrick Mboma revenait vers vous pour une négociation, que les choses s'arrangent et que cette plainte soit retirée si elle est encore retirable. C'est ce que je souhaite. Vous réagissez si vous le souhaitez. Bien sûr. Non, regardez, vraiment, il faut que nous nous habituions à l'exercice de vérité. La lumière, même quand elle serait en notre défaveur, il faut que nous l'embrassions
parce que nous connaissons maintenant le coût des ténèbres. C'est vrai en France, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai partout. Je crois qu'il faut vraiment que nous changions notre fusil d'épaule pour ne pas être dans l'incantation simplement en appelant telle ou telle chose de nos voeux. En l'occurrence, ce qui m'intéressait en fait, les individus, vous avez mal et vous ne pouvez pas être dans la démarche qui a été la nôtre depuis 5 ans si vous êtes encore dans la rancœur. Vous comprenez? Vous devez dépasser ça. Sinon, vous ne trouvez pas les ressources. Quand vous parlez aux financiers, c'est des gens qui aiment leur argent et qui veulent beaucoup gagner. D'accord? Vous n'allez jamais les convaincre lorsque vous êtes un individu frustré. Et si vous êtes frustré, si vous avez encore mal, vous êtes faible. Vous ne dégagez pas l'espoir. Vous ne dégagez pas l'optimisme. Vous ne dégagez pas la puissance. Vous ne dégagez pas la conviction, la force de conviction. Ils peuvent même vouloir financer, mais avoir peur de votre fragilité en chemin. Parce que si vous n'êtes pas là, en tant que témoin principal, ils ont perdu, quoi, je veux dire. Vous comprenez? Donc vous devez être prêt pour aller vers eux. Et ça veut dire que nous avons dû être prêts. Est-ce que M. Mboma, en fait, nous n'avons jamais eu bilatéralement que de très bons rapports. Le jour que je l'ai vu à la PJ, vraiment, je tombais des nues, quoi, en fait. D'ailleurs, son avocat, Maître Fodjo, s'il en a encore souvenir, il peut vous le dire. Quand il m'a vu, dans mon étonnement, parler à Mboma sortant de ma cellule, il a dit, on voit qu'il n'y a pas d'animosité entre ces deux. Pourquoi j'aurais de l'animosité vis-à-vis de mon directeur général adjoint? Vous avez vu Mboma parler par rapport aux autres footballeurs aujourd'hui, dans les télés, dans les radios? Il a quand même une belle articulation. Mais je n'y suis pas pour rien dans ce verbe, monsieur. Parce que pendant 2 ans, il a été à mes côtés. Et vous croyez que je ne pourrais pas aussi me réjouir du fruit de notre travail? J'avais mes autres collaborateurs. Mais il était là pour apprendre. Et il venait de 9h à 18h, parfois à 21h ou 22h, quand nous avions des dîners professionnels. Quelqu'un que vous avez côtoyé, qui a cru en votre projet. Nous ne sommes pas allés vers M. Mboma. C'est M. Mboma qui est venu vers nous. Parce que lui, il était dans une démarche de reconversion. Donc il a quand même cru à mon invention. Mais vous ne répondez pas à ma question. Je réponds que réellement, aujourd'hui, aucune question à laquelle nous aurions pu répondre d'une manière ou d'une autre ne s'est posée à nous. Est-ce que si j'avais trouvé sur votre plateau M. Mboma, je l'aurais salué? Je vous dis bien volontiers. Et laissez-moi vous dire la force de l'espoir, pour finir. Grâce à M. Mboma, à l'insu de son plein gré, grâce à M. Ngannou Messi, toujours à l'insu de son plein gré, grâce à M. Laurent Mariesso, toujours à l'insu de son plein gré, y compris de Carlos Idriss Ami, est-ce que vous comprenez que ce qui se passe au CIRDI, c'est grâce à eux? Ouais. Est-ce que vous comprenez que le PDG du groupe Hope pourrait même les féliciter, sans ironie? Est-ce que vous avez votre réponse? Chers téléspectateurs, on va dire, ouais, je ne vous connais pas, je vous vois pour la 2e fois aujourd'hui. Je vous ai vu pour la première fois lorsque Patrick Mboma travaillait avec vous et il m'avait convié à aller vous rencontrer. Je vous vois là pour la 2e fois. Par contre, Patrick est un frère, est un ami. Dans cet appartement, il est chez lui. Tout comme quand je vais chez lui, quand je vois son épouse, je suis un peu à la maison. Donc je connais plus Patrick que vous. Idriss Carlos... Moi, je vous vois pour la première fois. C'est vous qui vous rappelez qu'on s'est vu la première fois. Oui, parce que j'ai une plus grosse mémoire. Tout à fait, oui, la mienne. Je le reconnais. Et après ce que j'ai vécu, vous ferez preuve d'indulgence à mon égard. Mais la vérité pour vos téléspectateurs, c'est que je n'ai souvenir de faire physiquement votre rencontre, à part Internet, que pour la première fois, et que de ce point de vue, nous ne sommes pas dans un cirque, nous sommes dans... Je fais cette précision pour que les gens ne fassent pas des raccourcis. En effet. Idriss Carlos Kameni, je le rencontre pour la première fois en 2001 à la gare Saint-Lazare et nous causâmes des choses et d'autres. À l'époque, il est au Havre. Idriss Carlos est quelqu'un avec qui j'échange de temps en temps sur WhatsApp, donc il me suit également. Ça veut dire que je peux dire que je connais Idriss Carlos mieux que vous. Donc, lorsque vous m'avez sollicité, c'est par l'entremise de Joël Didier Ngo. Nous serions allés, cette interview aurait dû se faire aux États-Unis, où j'étais convié pour couvrir une conférence sur cette affaire au Georgetown University. Ça veut dire que si Donald Trump n'avait pas 72 heures en amont pris la décision de fermer les airs de son pays aux Européens, tout ceci se passerait
à Washington, après un débat avec des étudiants de l'une des plus grandes universités de droit au monde. En effet. Georgetown Law University. Georgetown Law. Et tous ces avocats que vous avez cités, je les aurais interviewés, c'est partie remise. Donc, qu'on comprenne très très bien, vous m'avez sollicité parce que c'est quelqu'un, l'un de ceux qui vous ont aidé à sortir de ce que vous appelez camp de concentration, qui me connaît, nous a mis en contact. Voilà pourquoi c'est l'œuvre de Joël Didier Ngo que je dois à cette instant-ci, ne serait-ce que par ce rappel, encore féliciter, je l'ai déjà fait, mais en effet c'est l'initiative. Nous sommes là parce que Joël Didier Ngo en a eu l'idée et l'a organisé. Très bien, voilà, je pense que les choses sont claires. Dois-je vous demander le mot de la fin? J'ai l'impression que vous avez dit l'essentiel, là, M. Fumbi. Simplement dire que même parfois de façon sinusoïdale, de manière courbe, illisible, Dieu est toujours en train d'écrire droit. Et il faut croire, l'espoir, hope. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, peut-être êtes-vous triste, peut-être avez-vous espoir qu'un Cameroun nouveau naisse après cette histoire au Sirdi. Je vous le souhaite, d'ailleurs, nous le souhaite, car malgré tout, même si on nous traite d'ailleurs, Manuman Vokada, je vous souhaite de garder la banane, malgré la situation compliquée, et vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous remercie. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.